Alors, où s'en va cette guerre? On a décidé, où s'en va cette guerre? On a décidé d'organiser un panel ce soir avec des gens que vous connaissez bien à l'émission. Guillaume Ancel, merci d'être là. Azeb Vodigorgis, merci d'être là à Washington. Guillaume, vous êtes à Paris et bien sûr, je suis à Kiev. Première question, Guillaume. On a vu cette semaine, depuis que nous, on est ici, on a vu que les Russes ont pris Avdiivka, entre autres, pousseraient encore un peu plus vers l'ouest. Bref, on sent qu'ils ont le momentum. Est-ce qu'on a raison de penser ça? Est-ce que l'avancée des Russes est sérieuse et pourrait aller beaucoup plus loin même? Je ne le pense pas, Patrice, parce que en fait, ce sont les Ukrainiens qui se sont retirés à Avdiivka. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de gagner. Je ne vais pas faire croire qu'un repli tactique est une grande victoire, mais à Avdiivka, c'est clairement l'application de la stratégie défensive que abordent désormais les Ukrainiens. Ils savent qu'ils n'ont plus les moyens de percer les défenses russes, mais que par contre, il n'est pas question de se faire laminer par la puissante artillerie russe. Et typiquement à Avdiivka, comme dans 4 ou 5 autres endroits sur la ligne de front qui fait 1000 km, les Ukrainiens n'hésiteront pas à se retirer de quelques kilomètres pour laisser un peu de terrain aux Russes, mais éviter de se faire hacher menu et d'avoir des pertes trop importantes à cause de la supériorité en artillerie et en bombardement des régiments russes de Poutine aujourd'hui. Donc Avdiivka, c'est un choix des Ukrainiens, contrairement à Bakhmout, de se retirer avant que leurs pertes ne soient trop importantes. On voit bien sur les images que Avdiivka n'est plus qu'un champ de ruines et que ça n'est pas un objectif qui présente un intérêt stratégique. Azeb, on a dit ici beaucoup depuis que je suis arrivé que le blocage américain était en partie responsable d'Avdiivka, dans la mesure où il manquait de munitions, il manquait d'armes, il manquait de beaucoup de choses. On viendra en détail tout à l'heure avec Guillaume sur le type d'armes, mais est-ce que ce blocage, Azeb, à Washington, il est là pour durer? Est-ce qu'on voit la fin? Est-ce que cette aide-là va finir par arriver en Ukraine? Patrice, ça va prendre au moins une semaine. Pour ce qui est d'Avdiivka, vous savez, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a affirmé qu'en fait, les Ukrainiens n'avaient pas le choix de céder ce territoire parce qu'il leur manque de tout, comme vous venez de le dire. Là, la Chambre des représentants est en vacances, est en pause, et la Maison-Blanche, d'ailleurs, accuse le président de la Chambre des représentants de carrément d'avoir envoyé en vacances les représentants américains, alors que les Ukrainiens sont en train de se battre. Là, on accuse vraiment le président de la Chambre des représentants de son inaction, que ça ne fait qu'aider la Russie, l'Iran. Et en fait, il y a ce 60 milliards de dollars qui a été approuvé par le Sénat en grande majorité. 70 sénateurs ont voté en faveur de cette aide à l'Ukraine, 60 milliards de dollars. Et là, le président de la Chambre ne planifie même pas de soumettre le vote à la Chambre des représentants. Là, ils sont en pause, ils doivent revenir normalement le 5 mars, et il n'y a encore aucune date là qui a été proposée. Une alternative, ce serait peut-être une pétition de 218 élus de la Chambre des représentants pour obliger qu'il y ait un vote, et là, peut-être que le président de la Chambre n'aurait pas le choix. Et en fait, ce que les lieutenants de Donald Trump, si vous voulez, disent, c'est que cet argent, où est-ce qu'il va aller? On a déjà donné 100 milliards de dollars à l'Ukraine, il y a de la corruption. Également, est-ce qu'il y a une stratégie de fin de guerre? Ce sont vraiment les questions que la droite républicaine se pose, qu'il faut davantage se préoccuper de la frontière du Sud, que c'est une véritable passoire. Bref, l'aide à l'Ukraine n'est pas très populaire chez un certain nombre de républicains qui sont évidemment très proches de Donald Trump. C'est encore lui, si vous voulez, qui tire un peu les ficelles là-dessus. D'où l'entrevue qu'a donnée le président Zelensky à Fox News hier, parce qu'il veut parler aux républicains, il veut parler à Trump en lui disant si vous attendez trop longtemps, les choses vont mal aller. Mais Guillaume, essayons d'être un peu plus précis. De quoi a urgemment besoin le président Zelensky d'un point de vue militaire? Depuis 3 jours, il parle beaucoup il revient avec cette expression, il faut débloquer le ciel, il faut plus de batteries antiaériennes. De quoi a-t-il besoin? En fait, la première chose dont il manque le plus, comme l'a rappelé Azeb, ce sont de munitions d'artillerie. Depuis à peu près 2 mois, les Américains ne livrent quasiment plus de munitions, alors que les Européens ne sont pas capables à ce stade
de fournir ce que les Américains ne fournissent pas. Ces munitions d'artillerie sont en décalage de l'ordre de 1 pour 10, c'est-à-dire que quand les Ukrainiens tirent un obus, les Russes en envoient 10 contre eux. Et même s'ils sont moins précis et moins techniques, en réalité, la puissance, la différence en termes de nombre fait la différence. La deuxième chose dont il manque, c'est qu'ils sont soumis à des bombardements intenses de la part d'une aviation qui ne s'approche pas de la ligne de front, mais qui tire à quelques kilomètres de distance, donc en dehors, hors de portée des missiles portables du type Stinger. Et donc, ils ont besoin de plus de batteries de missiles antiaériens à moyenne portée. Et évidemment, l'idéal serait du Patriot, un petit peu en recul, mais qui pourrait empêcher les avions américains russes d'approcher de la ligne de front ukrainienne. Et puis, évidemment, l'arrivée des F-16, mais qui va se faire doucement, et ce sont seulement quelques dizaines d'exemplaires dont on parle, va permettre d'intercepter des avions russes à moyenne et longue distance. Et là, les Russes seront obligés de faire très attention avant de faire décoller des bombardiers, alors que Poutine s'est fait filmer il y a 2 jours encore dans un bombardier stratégique qui tire pratiquement tous les jours sur l'Ukraine des missiles de croisière ou des missiles hypersoniques. Azeb, on a et on entend dans plusieurs capitales européennes et à Washington aussi des gens qui, par ailleurs, au-delà du blocage des républicains, qui se disent qu'il faut faire attention au type d'armes qu'on envoie à Zelensky. Dès le début, ça a été comme ça, pas de chars, des chars, etc. Est-ce qu'il y a ce sentiment qu'il faut donc faire attention, Azeb, pour ne pas trop armer Zelensky, pour ne pas qu'il puisse tirer trop loin en territoire russe? Exactement, Patrice. Écoutez, vous savez, ce sont ces missiles de longue portée, les attaques MS. En fait, les États-Unis, Washington a toujours été extrêmement réticent, justement parce qu'ils craignent que l'Ukraine atteigne, par exemple, la Crimée, et là, qui est vraiment une escalade de la violence, si vous voulez, et que Poutine riposte de manière encore plus forte. Mais là, il y aurait 2 sources, en fait, à la Maison-Blanche qui disent que Joe Biden aurait donné le feu vert pour ces missiles de longue portée. On parle de 300 km quand même, mais que là, le problème, c'est qu'il y a un problème de stockage. Là, on est en train de prendre dans les réserves américaines. Donc, ce que le ministère de la Défense dit, c'est qu'il y en a pas assez. Il faudrait remplir, en fait, le stockage avant d'en envoyer aux Ukrainiens. Et on revient évidemment à la question de base, c'est-à-dire la question de l'argent. Tant que ce 60 milliards de dollars ne sera pas débloqué, ce sera très difficile pour le ministère de la Défense de donner le feu vert pour envoyer d'autres missiles de longue portée. Mais il y a toujours cette crainte que ce conflit, finalement, commence à être, qui est vraiment une escalade, parce qu'on entre quand même dans cette 3e année de la guerre en Ukraine. Donc jusqu'à présent, Washington a été extrêmement réticent là, qu'il y ait une escalade de la violence. Mais là, c'est quand même extrêmement tendu, avec la mort de Navalny, aujourd'hui, les États-Unis ont imposé également des sanctions contre la Russie. Ça commence, la tension monte quand même entre les 2 pays. Guillaume, sur le même sujet, je sais que le président Zelensky voulait des fusées allemandes Taurus. Vous allez nous dire exactement ce qu'il pourrait faire avec, mais que les Allemands disent non. C'est la même crainte derrière d'un élargissement du conflit? C'est assez étonnant, cette crainte dont a rappelé Zaleb, parce qu'au fond, on ne se pose pas la question pour les Russes, qui tirent tous les jours sur l'Ukraine et sans aucune hésitation et absolument pour l'essentiel sur des cibles civiles. Mais nous, on a cette espèce de crainte que les Ukrainiens aillent trop loin, et en particulier avec les missiles Taurus allemands, qu'ils aillent détruire le pont de Kerch, qu'on appelle aussi le pont Poutine, qui relie la Crimée à la Russie, et que effectivement Poutine se sente agressé par cette destruction d'un symbole de son pouvoir. Mais comment est-ce qu'on peut faire la guerre si on retient ses coups alors que l'adversaire, lui, ne les retient pas? On a l'impression que les Ukrainiens doivent se battre avec un poing lié dans le dos. Et ça n'est pas jouable. De même que si les Occidentaux pensent que les Ukrainiens peuvent gagner la guerre seuls face à un pays qui est 4 fois plus important qu'eux, mais ils se mettent le doigt dans l'œil à un moment ou à un autre, nous serons obligés de nous impliquer militairement dans cette guerre pour la gagner, exactement comme pendant le débarquement, les Américains, heureusement, et les Canadiens, ont débarqué avec les troupes européennes, sinon nous n'aurions jamais gagné contre les nazis. Churchill, c'est le fameux appel de Churchill en 1941. Il a dit aux Américains « Give us the tools
will finish the job. Azeb, c'est l'appel incessant que fait le président Zelensky en disant, comme dit Guillaume, ça serait bien qu'on se batte avec les deux mains parce qu'on n'y arrivera pas, là. Non, sauf que là, vous savez qu'on est en période électorale. Joe Biden ne veut surtout pas que des soldats américains aillent mourir au combat en Ukraine. Ça, c'est quelque chose qu'il promet depuis le début. Nous n'avons pas besoin d'envoyer de soldats américains. Et en plus, on est en train de remplir nos réserves. C'est un peu l'argument que la Maison-Blanche a depuis le début de cette guerre. Donc, ça serait un mauvais calcul pour la Maison-Blanche de s'impliquer justement dans cette guerre-là. Et je pense qu'en fait, la raison pour laquelle ils ne veulent pas que ce conflit s'élargisse, c'est que si jamais il y a une cible, un des pays de l'OTAN est atteint, par exemple, par la Russie, l'article 5 invoque que les États-Unis vont devoir s'impliquer. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a une certaine timidité à que ce conflit, finalement, ne s'élargisse pas. Vous savez, Patrice, la majorité des Américains, presque 75% des Américains, un dernier sondage indique qu'ils veulent qu'il y ait une négociation diplomatique là, pour la fin de ce conflit. En tout cas, ce qui est frappant ici, de notre côté, quand on pose la question de ces négociations-là, est-ce que vous accepteriez que votre pays soit amputé d'une partie du territoire? Est-ce qu'on ne pourrait pas, un peu comme les deux Corées, faire un cessez-le-feu, même s'il n'y a pas d'accord? Guillaume et Azeb, je peux vous dire qu'ici, c'est absolument pas reçu actuellement. On se dit, on gagne ou on meurt, Guillaume. Je pense que ce serait une erreur dramatique qui n'est pas sans nous rappeler ce qu'on a appelé l'accord de Munich juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il est évident que Poutine pousse les feux actuellement sur le front pour pouvoir négocier un cessez-le-feu et que nous l'acceptions avec une forme de soulagement. Mais pourquoi Poutine veut un cessez-le-feu? Uniquement parce que son armée a été très abîmée par ces 2 années de guerre. Et il sait que dans son état actuel, l'armée russe ne peut pas envahir l'intégralité de l'Ukraine ni menacer les pays européens. Il lui faut 2 ou 3 ans pour réarmer et reconstruire à un très bon niveau cette armée qui a été étrillée. Si on lui laisse ces 2 ou 3 années, on a l'assurance d'avoir une guerre qui ne menacera pas seulement l'Ukraine, mais les pays de la bordure européenne. Très clair. Azeb, conclusion rapide. Joe Biden a misé beaucoup aussi. Il a mis sa crédibilité. Oui, tout à fait. C'est le message de Joe Biden, vraiment, que c'est vraiment la démocratie qui est en danger, que vraiment l'histoire va retenir, si le Congrès n'approuve pas cette enveloppe budgétaire, l'histoire va retenir cela, et c'est l'Europe là qui est en danger, et la démocratie en général. Donc c'est un message qu'il essaie de faire passer depuis le début. Azeb, Guillaume, merci beaucoup. Très clair tout ça. J'espère que les téléspectateurs vont apprécier. Je pense que c'est un bon panorama. Puis on verra cette 3e année de guerre qui commence demain. Merci, à très bientôt. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.